Bonjour à tous ou rebonjour si vous venez de faire la vidéo des flops de 2015, on se retrouve maintenant pour les tops de cette année 2015. Et je me rends compte qu'elle n'a pas été très riche pour moi en films que j'ai beaucoup aimés parce que j'ai eu beaucoup de mal à clôturer la liste. Les 5 premières places, 10 à 6, je sais vraiment pas lequel je dois mettre au-dessus, en dessous, enfin c'est assez particulier. On va attaquer tout de suite, et ce sera sans doute du coup assez rapide, avec le 10e meilleur film de l'année. Le Pont des Espions de Steven Spielberg. Alors, je vais même pas faire grand chose parce qu'il y a vraiment un vlog énorme dessus, enfin énorme, il est pas énorme mais il y a déjà un vlog dessus pour expliquer clairement en quoi ça me plaît. J'ai entendu personne dire du mal de ce film, c'est un excellent travail de réalisation, un excellent travail de mise en scène, l'histoire est captivante, les acteurs sont excellents et c'est parfaitement bien filmé, avec beaucoup de bonnes idées de mise en scène pour comparer les différents pays, les différents régimes et qui fait quoi. J'ai peut-être entendu, pour revenir sur un truc, j'ai entendu des gens dire que l'URSS était diabolisé et que les États-Unis étaient extrêmement mis en avant. C'est tout le contraire. Justement, dans tout ce que montre le Spielberg sur les États-Unis, il montre que finalement, il y a un mec qui croit vraiment beaucoup à cet idéal, qui est le personnage principal, et que tous les autres sont complètement, sont au contraire des personnages assez mauvais et assez négatifs. Les gens qui lui disent, que le juge qui veut plier le procès avant même qu'il ait eu lieu, etc. On voit clairement que tout le monde ne suit pas le rêve américain autant que le personnage de Tom Hanks. Donc c'est pas aussi noir et blanc que les gens ont bien voulu le dire, et justement c'est une des choses qui fait l'intérêt du film. Il y a aussi ces plans parallèles entre ce qui se passe à Berlin et ce qui se passe à New York, le plan en métro, qui ramène du coup des éléments d'une autre ville dans New York et qui font comprendre que tout ça reste avec le personnage, etc. Vraiment un très bon travail et un très bon film, j'ai pas grand chose à dire dessus. Passons tout de suite au numéro 9. Je vais parler de The Visit, de M. Night Shyamalan, qui vient enfin, et c'est en partie pour ça que je le mets dans ce top, de ressortir un film correct. Même plutôt pas mal. C'est un film du coup que j'ai pas traité en vlog. Le principe c'est que ce sont deux enfants qui vont rendre visite à leurs grands-parents qu'ils n'ont jamais vus, qu'ils ne connaissent pas, et ils vont filmer tout leur séjour chez leurs grands-parents pendant qu'ils sont là-bas avec leurs appareils photo et leurs caméras pour filmer du coup leur découverte de leur famille. Je savais même, jusqu'à la fin, je me suis demandé si c'était vraiment Shyamalan, jusqu'à la sortie du film, je me suis demandé si c'était Shyamalan qui l'avait réalisé, parce qu'il produit tellement plus de choses qu'il en réalise depuis quelques temps. Mais oui, c'est bien Shyamalan qui l'a réalisé. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait, parce que il a réussi à prendre les gens par surprise. C'est censé être le truc de Shyamalan, c'est que c'est toujours le Shyamalan, c'est le réalisateur du twist. C'est le mec qui aime bien que son scénario se finisse avec un truc qui nous surprend au dernier moment. Et là, il a réussi à surprendre totalement, c'est-à-dire le style du film est choisi pour surprendre, tous les indices donnés par le film sont faits pour surprendre. En gros, c'est un film qui dit de se méfier des apparences et des préjugés. Et c'est intéressant venant de Shyamalan, qui est un mec qui, depuis ses derniers films, souffre de beaucoup d'apparences et de beaucoup de préjugés. Et là, en fait, il joue là-dessus, il joue sur ce qu'on s'imagine qu'il va être ou qu'il a voulu dire. C'est aussi très intéressant là-dessus, quand on voit Shyamalan, on s'attend à ce qu'il fasse un truc. Quand on voit certains styles de films, on s'attend à ce qu'il fasse un truc. Et il fait un film pour dire, vous voyez, vous attendez pas à ce qu'on fasse des trucs, parce que au final, on le fait jamais vraiment, et c'est plutôt vous qui imaginez qu'on essaye de faire des trucs qu'on n'essaye pas de faire. Et c'est tout le message du film, c'est pas moi qui dis ça, c'est le message qu'annonce le film à la fin. Dans la façon de se résoudre l'histoire, c'est ça, de se résoudre l'histoire, c'est comme ça que c'est ce que ça prouve, c'est que on s'est fait des films, on s'est fait des idées sur ce qui devait être, et en fait c'était pas du tout le cas. C'était même beaucoup plus simple que ce qu'on a imaginé. Je vous dis pas en quoi, parce que sinon je vais spoiler le film, mais pour le coup c'est vraiment intéressant. Et pour le coup, comparé à un certain Levasseur, lui gère bien le côté du fan footage, parce qu'on voit le personnage monter le film en temps réel, c'est-à-dire qu'on a des passes en temps réel. Elle est évidemment pas le film final dans sa timeline, mais au fur et à mesure qu'elle monte des trucs, on la voit en train de rajouter des morceaux de vidéo dans sa timeline et faire du mixage sonore et faire des trucs dans ce genre-là. Donc, quand il y a des titres ajoutés sur l'image qui apparaissent, on sait d'où ça vient, petit à petit. Et quand il y a de la musique qui débarque, par exemple, il y en a très peu.
Mais c'est une bonne idée par exemple de Shyamalan, c'est qu'il y a tout un moment où il montre le personnage qui parle à son petit frère et qui lui explique le principe de la musique ironique et de la bande son ironique. Et à la fin du film, sans vous expliquer ce qui se passe, il utilise cette technique de la bande son ironique, qui fait que la musique ne colle pas vraiment à l'image qu'on voit à l'écran, et que c'est un côté sarcastique et cynique de mettre cette musique-là sur cette scène-là. Donc vraiment un truc très intelligent de la part de Shyamalan. Et je m'attendais pas à être surpris par Shyamalan. Comme les autres, je fais partie des gens qui l'avaient condamné, parce que moi j'ai pas vu un bon film de Shyamalan depuis Signe. Phénomène, je trouve que ça passait encore, et j'aime bien le dernier maître de l'air. Donc là ça me fait plaisir de voir qu'il revient d'une part à ses premiers amours, avec des choses qui sont plus axées sur le thriller et l'horreur, mais aussi à des films qui tiennent un peu mieux la route. Si j'avais un reproche à faire, c'est pour ça que je peux pas vraiment le classer haut dans un quelconque classement, et que je peux pas dire que j'ai surkiffé ce film de Shyamalan, c'est le personnage du petit frère qui rappe. Et qui est assez insupportable pendant une bonne partie du film. Si vous n'aimez pas le personnage, vous apprécierez certaines scènes qui sont faites spécialement pour ça. Moi, c'est vraiment juste le côté rap qui m'a gonflé, parce que c'est cette espèce de cliché qui vient vraiment des années 90, au moment où le rap a commencé à marcher. Et depuis les années 90, on n'a toujours pas réussi à faire un film comme ça avec un enfant qui fait un truc intéressant et qui a pas l'air d'un con quand il rappe. Ça a toujours l'air aussi crétin, et en plus là, il ne l'épargne pas parce qu'il nous en met plusieurs et assez longtemps. C'est le seul genre de truc qui m'ont un peu rebuté, c'est le petit frère, et certaines choses, une chose en particulier de la sœur, c'est la notion d'élixir. C'est vraiment un très bon film fan footage, il fait très attention à ne pas trop faire de jumpscare, il travaille beaucoup plus la tension, il travaille beaucoup plus les scènes qui durent, dans le malsain, dans l'étrange, dans les choses qu'on n'a pas envie de regarder. Il va travailler la tension aussi en faisant du montage alterné entre deux scènes, mais qui se déroulent toutes les deux au même moment, donc on voit une avancer, puis l'autre, puis l'une, puis l'autre, et à la fin les deux se rejoignent, donc ça a un sens. Donc vraiment une très bonne réalisation, une très bonne idée, une histoire sympa, un twist ending qui surprend, comme Shyamalan sait les faire. J'étais très positivement surpris quand le film s'est terminé. À certains moments du film, j'étais pas à fond dedans, c'est pour ça qu'il est que 9ème, mais j'étais assez agréablement surpris de ce qu'avait fait Shyamalan avec ce film-là, et je suis content de le voir revenir assez en forme. Passons au numéro 8. Réalité de Quentin Dupieux. Généralement, quand il sort un film, il finit dans mon top. Voilà, Quentin Dupieux est encore une fois un des réalisateurs d'origine française, mais donc un réalisateur français les plus talentueux, les plus créatifs et les plus inventifs qui soient. Réalité avait un côté beaucoup plus conventionnel que ses anciens films, parce que pour une fois, l'histoire était un peu plus, comment dire, partait moins dans des gros délires totalement absurdes. Mais là, c'est le fait de faire venir des éléments d'absurde dans un mélange de réalité qui donne quelque chose qui marche très très bien. Tout le film d'ailleurs est basé là-dessus, et la performance d'Alain Chabat dans le rôle principal fait une grande partie du film. C'est aussi ça qui le rend aussi agréable à regarder, aussi attachant et aussi attirant. Donc vraiment, encore une fois, une très belle réussite de la part de Dupieux, qui est encore une fois un des réalisateurs que je suis le plus à l'heure actuelle. Passons au numéro 7. Et alors là, c'est le grand jeu de comment se prononce le nom du réalisateur, si c'est Jafar Panahi ou Panahi. Le film s'appelle Taxi Téhéran. C'est un docu-fiction qui a été tourné dans les rues de Téhéran, dans lequel le réalisateur, Jafar Panahi, joue aussi le rôle principal de son propre film, où il est conducteur de taxi, qui récupère donc des gens dans sa voiture, et qui va vivre les différentes aventures de ces différentes personnes, avec des caméras qui sont installées dans le taxi pour les filmer. J'ai eu une petite phase de doute sur ce film, au moment où je me suis rendu compte que c'était totalement mis en scène. Je pensais vraiment que c'était une vraie caméra qu'il avait mis sur son truc et qu'il avait filmé ce qui lui était arrivé. En fin de compte, non. Tous les personnages du film sont des acteurs et toutes les situations sont mises en scène. Ça m'a un tout petit peu déçu. C'est mon côté un peu candide. Des fois, je crois un peu trop facilement à ce qu'il y a dans le film. Et finalement, une fois que j'ai intégré ça à mon analyse du film, c'est quand même extraordinaire de se dire que ce film est fait par un mec qui est interdit de tournage. Jafar Panahi, il a été condamné par le gouvernement iranien à ne plus tourner de film, et il fait ce parti pris de tourner un film qui, en gros, donnerait la parole au vrai peuple, plus au pouvoir politique en place, mais au vrai peuple. Et c'est extrêmement couillu, c'est le 3e film qu'il fait depuis qu'il a été condamné à ne plus rien tourner, donc c'est rien que pour cet acte de militantisme et d'affrontement du pouvoir, c'est extraordinaire de voir ce film et tout ce qu'il peut nous amener.
Ça nous amène à un point de vue totalement neuf, ça nous amène à voir ce genre d'endroit autrement que comme des endroits où des bombes pètent ou des trucs dans ce genre-là, et de voir ça comme un lieu de vie. Et ça, c'est vraiment le truc qui est très réussi avec le film, c'est que on ressent vraiment le côté lieu de vie de Téhéran. C'est une ville, une capitale dans laquelle les gens habitent et ont une vie et chacun de leur côté. Et il le rend extrêmement bien et il arrive parfaitement à explorer tout ce que pourraient explorer les conversations comme ça entre deux personnes, entre les gens de la rue. Qui plus est, le film est extrêmement bien fait parce que tout ce côté réaliste est rendu en particulier par le travail de plan-séquence. Le premier plan du film dure 8 minutes sans aucun cut. Et c'est pas juste 8 minutes de lui qui filme devant ce qu'il y a devant ce qui conduit, c'est 8 minutes de ce qu'il y a devant, puis ensuite il tourne la caméra pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, et puis il y a des gens qui parlent, qui touchent à la caméra, qui tripotent et qui machin. Et tout ça doit aussi être travaillé au niveau du timing. Parce que c'est ça qui m'avait étonné en rentrant dans le film, c'était à quel point tout ça s'enchaînait de façon, enfin sans qu'il y ait jamais de pause, sans que ce soit jamais lent, sans qu'il y ait jamais de passage étrange. Il y a des passages un peu posés, des passages un peu silencieux, mais il n'y a jamais de moment de flottement. Et c'est ça qui est fou, c'est de se dire c'est quand même presque que des plans séquences enchaînés les uns après les autres, et il n'y a pas de flottement, tout s'enchaîne naturellement, les gens se rencontrent aux bons endroits, et les événements ont lieu aux bons endroits, etc. etc. C'est un effort d'organisation qui est d'autant plus extraordinaire que le mec n'a pas le droit de faire de film. Ça veut dire qu'il faut prévoir tout ça de façon extrêmement méticuleuse, ça veut dire qu'il faut mettre des figurants et des acteurs déjà présents dans les rues avant qu'on commence à faire avancer la voiture, avant qu'on commence à tourner, il faut qu'il y ait pas de problème, il faut qu'il y ait pas de défaut pendant une prise. Et organiser tout ça clandestinement comme ça dans le dos d'un gouvernement et arriver à un résultat pareil, rien que pour la performance, c'est extraordinaire. Moi je suis bluffé parce que ce mec a réussi à faire que comme film au final, en tournant dans des conditions qui sont vraiment pas du tout propices quoi. Le film a le temps d'aborder tous les sujets, de la charia, la peine de mort, aux condamnations politiques, à la lutte pour libérer des gens, à tout simplement un truc qui était très marrant, la diffusion du cinéma. Un truc tout bête, mais dans certains pays, il n'y a pas de vidéoclub au coin de la rue, il y a des films qui sont interdits de diffusion, donc on est obligé de s'en sortir avec des choses qui sont plus ou moins légales. Et il y a tout un passage où il rencontre un livreur de films, le mec qui arrive et qui te dit j'ai du Big Bang Theory à te vendre et du machin. C'est ça qui est marquant en fait. C'est de montrer que à l'heure actuelle, il y a encore des pays où le seul moyen d'avoir accès à certaines choses comme des séries comme Big Bang Theory ou des choses dans ce genre-là, c'est d'avoir un mec avec un sac rempli de disques gravés et de trucs totalement non officiels, mais que le mec diffuse sous le manteau et vend sous le manteau, etc. pour diffuser le cinéma. On voit beaucoup de choses dans ce film, de la religion, de la culture, simplement comment les gens vivent culturellement dans ce pays. Une plongée dans le monde de Téhéran pendant quelques heures qui marche très très bien. Et la réalisation est vraiment pas en reste parce que la qualité d'image reste bonne, les angles de caméra sont plutôt bien filmés. Et par exemple, quand un personnage sort de la voiture et il va faire quelque chose, généralement il y en aura un deuxième qui aura un appareil photo, qui aura un smartphone avec de la vidéo et qui pourra faire un autre angle et filmer autre chose. Et tout ça donne ce côté très réaliste qui marche très très bien pour ce docu-fiction et qui en fait quelque chose vraiment à voir et qui marque quand on l'a regardé. Donc voilà, en ce qui concerne le 7e, passons au 6e. The Voices de Marjane Satrapi. J'en ai fait un vlog ce coup-ci, donc voilà, vous pourrez aller voir si vous en avez envie, mais le côté, tout ce côté délirant, tout ce travail du point de vue, de la façon de voir le monde en fonction de si on est extérieur ou intérieur à ce que pense le personnage principal, tout le délire qui est organisé, le fait de s'autoriser de faire des choses drôles par exemple, tous les passages avec les meurtres, sont toujours très inventifs et très originaux, mais rien que le chat qui parle et le chien et la relation entre les deux, par exemple, c'était vraiment une très belle découverte, un truc complètement barré, mais extrêmement bien fait et tenu jusqu'au bout. Pareil, le bleu de travail qui est rose, parce que le mec voit tout ça rose dans sa tête à lui et tout, enfin c'est vraiment un truc extrêmement bien bossé et très intéressant. Le travail du point de vue, il est forcément fascinant pour un mec qui est fan de cinéma, parce que c'est un peu la base du cinéma, le point de vue. Et donc voilà, c'était une très belle réussite, quelque chose de farfelu, d'audacieux et d'imaginatif, qui ose être un peu borderline, un peu trash, et aller vers des trucs un peu gore. Vraiment une très belle surprise, et on n'arrête pas d'être secoué quand on voit le film, donc moi j'aime beaucoup. Voilà, pour ce qui concerne le numéro 6, où je passe dessus rapidement. Numéro 5.
Alors là, on entre dans le vif du sujet et je commence à être un peu plus confiant parce que les 3/4 des films sont de science-fiction. Mais bon, voilà, c'est mon top, hein, après tout, c'est les films que moi j'ai aimés et ces 5 là, je les ai surkiffés, je veux absolument les revoir. On va commencer avec Avril et le monde truqué. Donc ce film d'animation français qui est sorti il y a très peu de temps, qui a pas extrêmement bien marché au niveau du public. Mais encore une fois, c'est dommage, ça paye principalement le fait d'avoir une très mauvaise communication au niveau de la sortie du film. J'ai vu nulle part Marion Cotillard ou Jean Rochefort faire les plateaux pour parler de la sortie d'Avril et le monde truqué. Peut-être qu'ils l'ont fait, cela dit, je regarde pas assez la télé pour le dire, mais je les ai pas beaucoup vus. Et ils ont loupé grosso modo ce qui doit être le plus intéressant pour la promo. Donc c'est dommage parce que ce film avec un univers ultra intéressant méritait d'être vu. C'est quand même, depuis le temps que je le dis, mais on a des ressources en audace, en créativité, en univers intéressant, en science-fiction. Rien que là, c'est de la science-fiction steampunk, avec une uchronie qui est assez intéressante, cette histoire de double tour Eiffel, et non pas de tour Eiffel normale, quelque chose qui moi me parle beaucoup. Le film est fait pour mettre en avant le travail de Tardy, qui est un des dessinateurs de BD qui avait un univers très particulier, et qui a essayé justement de développer comme ça quelque chose d'assez audacieux, créatif et un peu foufou, un peu de science-fiction à la française, entre guillemets, si on peut le dire. Donc voilà, encore une fois, un projet qui était audacieux, original, intéressant, et on n'en parle quasiment pas, et quand on en parle, ça marche pas. Bon, voilà, c'est toujours assez emmerdant. Numéro 4. Chappie. Je suis content, parce que Neil Blomkamp, il était super bien parti avec District 9, il s'était un peu banané avec Elysium, qui était vraiment pas très original et pas très intéressant, et pas bien poussé. Et là, avec Chappie, il m'a resservi quelque chose qui m'a à nouveau passionné. Traitement d'intelligence artificielle, avec tout ce que ça peut avoir d'intéressant quand on a un film qui fait ça, qui a un bon personnage d'intelligence artificielle. Le fait que Chappie base sa personnalité sur des personnages qui sont pas habituels pour des intelligences artificielles. D'habitude, les intelligences artificielles se basent sur des gens très intelligents, des Tony Stark pour les trucs les plus divertissants, mais des scientifiques pour de meilleures de l'espace ou des choses dans ce genre-là. Là, pour le coup, on décide de prendre deux espèces de, je sais pas, de racailles de Johannesburg. Les membres du groupe Die Antwoord, je crois que c'est comme ça que ça se dit du coup, c'est pas Die Antwoord, c'est Die Antwoord, ou un truc dans ce genre-là, qui donne du coup à ce robot une personnalité totalement différente, et qui est tellement absurde qu'elle est forcément originale, qu'elle est forcément intéressante à regarder, et que forcément elle montre quelque chose qu'on n'a pas vu jusque-là dans la façon qu'a l'intelligence artificielle de se construire, d'évoluer d'un enfant à quelque chose de beaucoup plus adulte et mature. Le film m'a vraiment fasciné dans tous ses aspects. Les personnages étaient géniaux. Le personnage joué par Hugh Jackman, il était à mourir de rire, cette espèce de mec avec sa coupe mulet dégueulasse et qui est complètement à fond dans son délire militaire. C'était assez excellent à regarder. Et puis, encore une fois, le cadre est tellement différent. Je veux dire, combien il y a de films qui se passent à Johannesburg, en plus de science-fiction avec du budget. Ça fait quelque chose de tellement neuf comme ça visuellement que rien que pour ça, c'est intéressant à suivre et à regarder. Donc oui, dans mes grosses surprises de cette année, dans les films qui m'ont vraiment beaucoup plu, Chappie. Numéro 3. Alors ce film-là, qui est en 3e position, m'interpelle. Parce que c'est assez marrant de voir ce que les gens disent de ce film-là, alors qu'ils laissent passer la même chose à d'autres films. C'est toujours surprenant et qui, pour le coup, ces autres films ne devraient pas le laisser passer. Jurassic World a beaucoup été accusé d'être purement du fanboyisme, c'est-à-dire vraiment purement un film pour faire plaisir aux fanboys et de Jurassic Park, qui ne faisait rien de neuf, et qui était le syndrome de ces jeunes réalisateurs qui n'ont rien à apporter au cinéma, qui sont des espèces de yes man, qui seraient là pour réaliser des gros blockbusters, mais sans avoir de personnalité et sans rien mettre dedans. Depuis les origines du cinéma, on a eu des réalisateurs qui ont été mis sur des projets qui étaient censés être des trucs commerciaux, des trucs basiques, et que eux ont transformé en quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est ce qui, je trouve, a été fait avec Jurassic World. C'est effectivement un blockbuster qui, effectivement, parle aux fans, mais c'est un blockbuster où presque tout est original par rapport au premier épisode. C'est-à-dire que on va pas réinventer les dinosaures, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes espèces. Mais du coup, dans celui-ci, c'est toute l'idée justement, c'est de dire bon bah cette fois-ci on va créer un dinosaure, on va créer un truc pour vous en mettre encore plus plein la gueule. Et c'est
c'est clairement un ennemi, c'est-à-dire que dans Jurassic Park, c'était des animaux sauvages qui étaient, par la force des choses, par la nature, amenés à du coup tuer des êtres humains et à devenir des dangers. Là, c'est vraiment, cette créature est un truc stupide qui ne pense qu'à tuer et qu'à se nourrir. Et c'est clairement une critique de la façon de traiter ce genre de film. C'est le genre de dire on va faire du plus gros, du plus spectaculaire, du plus sanguinolent, du plus machin, enfin cette espèce de cahier des charges de base de la suite hollywoodienne qui essaye de faire la même chose en plus gros, quoi. Là, pour le coup, on fait pas la même chose en plus gros. Le parc, il a jamais été ouvert. On n'a jamais vu le parc. Le parc, on a vu le hall d'accueil dans le premier Jurassic Park et 3 chemins de terre sur lesquels il y avait des voitures qui avançaient. Là, ils ont créé un parc entier. Ça veut dire rien que ça fait quelque chose d'entièrement neuf dans la saga et dans la mythologie de Jurassic World, de Jurassic Park. Et pour ce qui est des hommages faits au précédent, ils sont toujours intelligents. C'est-à-dire que c'est pas juste reprendre la même chose. Quand je dis ça, je pense à un film dont vous allez peut-être être surpris de l'absence du top. C'est un certain Star Wars 7. Star Wars 7 ne fait rien de neuf avec l'ancien. Il fait que reprendre l'ancien et le remettre à l'image. Il y a pas de créativité, il y a rien de neuf apporté à cette saga. Grosso modo, tout est la même chose qu'avant. Et le peu de choses qui sont neuves sont tellement peu présentées à l'écran qu'elles ont finalement peu d'intérêt. Là, pour le coup, rien que visuellement, c'est neuf. C'est-à-dire, oui, il y a des dinosaures, mais c'est pas des jeeps qui sont en train d'essayer de les choper, qui roulent au milieu. C'est des espèces de boules high-tech qui viennent d'une espèce de parc d'attractions ultra neuf et ultra moderne. Quelque chose qu'on n'a pas vu dans le film d'avant. On a vu quelque chose qui ressemblait vite fait de loin, qui était dans le principe la même chose. En même temps, forcément, il va y avoir un plan quelque part où on se promène au milieu des dinosaures. Je veux dire, c'est aussi un peu le principe du truc. Il y a forcément une scène comme ça qui doit arriver, et ils l'ont fait de façon intelligente et plutôt bien amenée. Ils ont fait évoluer tout le système par exemple des petites animations d'explications qui avaient été prévues à la base dans Jurassic Park. Vous savez, le petit brin d'ADN qui expliquait tout ce qui se passait. Là, ils le reprennent avec, par exemple, en prenant Jimmy Fallon, parce que maintenant, c'est comme ça qu'on fait. S'il y avait eu un parc, on aurait pu, dans ce parc-là, demander à Jimmy Fallon de faire les vidéos du parc. C'est quelque chose qu'on fait maintenant, et l'idée de l'intégrer dans le film est quelque chose de neuf, de nouveau et d'intéressant, etc., etc. Le fait de pouvoir commencer à contrôler les dinosaures, qui même si c'est pas totalement au point, est vachement intéressant. Je pensais qu'il y aurait un côté beaucoup plus ridicule à Chris Pratt qui roule au milieu des dinosaures, mais finalement ça marche. C'est traité de façon naturelle, réaliste. C'est pas un truc complètement farfelu. Il y a un côté d'entraînement. On sait que ça fait au moins 4 ans qu'ils bossent là-dessus. C'est toujours pas stable. C'est quand même des animaux très particuliers, mais on arrive à faire quelque chose un peu neuf avec. Donc pour moi vraiment c'est le bon film fait pour fanboy. C'est-à-dire qu'il est quand même ouvert à n'importe qui n'aurait pas vu l'ancien Jurassic Park. Il n'y en a pas énormément, mais il est ouvert à tous ceux qui auraient pu le voir, et ceux qui l'ont vu retrouvent des éléments d'un ancien film réadaptés de façon suffisamment neuve et intéressante pour que ce soit pas du déjà vu. Si vous trouvez que c'est la même chose, c'est que vous avez une vision beaucoup trop globale des choses, vous n'arrivez pas à être subtil et à avoir des points de vue nuancés. Je vous jure que c'est pas la même chose, ça n'est absolument pas la même chose, c'est toujours fait avec des intentions différentes, avec une façon de faire différente, avec une volonté différente, avec tout de différent. Et il y a ce côté effectivement un peu respect des fans, sans non plus que ce soit tape à l'œil. Par exemple, le T-Rex qui défonce le squelette du Spinosaure. Le Spinosaure qui avait buté le T-Rex, tout le monde avait crié au scandale quand le Spinosaure buté le T-Rex. Là, du coup, c'est le T-Rex qui défonce un squelette, donc même pas un squelette de Spinosaure. Donc il y a ce côté rendre justice au truc, en faisant ce qui, à la base, n'est qu'une scène impressionnante. C'est-à-dire que le T-Rex avance et pète un squelette sur son chemin. C'est en ça que beaucoup de gens me parlent souvent des choses qui font des références et qui sont intéressantes. Une référence, elle doit marcher sans qu'on ait la référence. Là, si on n'a pas la référence, on voit le T-Rex rentrer dans un squelette, c'est impressionnant. Même si on ne comprend pas que le squelette c'est le Spinosaure et que ça nous ramène à ce qui s'est passé dans Jurassic Park 3, pas Terminator 3. Donc voilà, pour moi c'était vraiment une bonne surprise de cette année, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, et j'ai pris un gros kiff, je suis allé le voir 2 fois en salle, enfin voilà quoi, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était un bon film et une bonne suite de Jurassic Park. Numéro 2.
Jupiter Ascending, ou Jupiter le destin de l'univers, de Andy et Lana Wachowski. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé, j'ai déjà vu du coup quelques-unes des réactions qui ont été faites sur le film. Je maintiens mes propos, c'est un film qui a été étudié avec une grande finesse et un grand talent pour être décevant. Un film qui nous demande de baisser nos attentes. Quelque part, c'est le même travail que Jurassic World. L'idée, c'est de dire, on en demande trop, on veut des blockbusters qui font ça, 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 ça et ça, ça, et on se rend pas compte qu'au final, ça ne fait pas un bon film. Ça fait pas un truc intéressant à regarder, ça fait du trop, du surplus, des choses qui sont impressionnantes et qui sont peut-être un peu divertissantes comme ça à regarder, mais qui, en soi, n'amènent rien d'intéressant et ne sont pas très profondes. C'est compliqué parce qu'en plus, c'est les Wachowski et ils ont un vrai message à mettre derrière tout ça. Et du coup, en termes ne serait-ce que d'écriture, c'est un tour de force absolument extraordinaire. Je veux dire, réussir à avoir un propos tout en dénonçant l'absence de propos dans les blockbusters et en faisant un blockbuster, c'est ultra bien trouvé et ultra intelligent. Enfin, c'est aussi pour ça que ça demande beaucoup de nuances pour réussir à cerner ce que veut faire le film. Et les gens ont souvent un avis beaucoup plus tranché, net. Soit je déteste, soit j'ai adoré. En particulier des blockbusters qui sont censés, par définition, juste divertir en vérité. Sauf que les Wachowski veulent pas faire juste des blockbusters de divertissement. Il y a tout dans le film lui-même est fait pour ça. C'est-à-dire que, encore une fois, le personnage principal, on lui promet d'être la reine, ça devient la reine de l'univers, elle possède la Terre, etc. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est une reine au milieu de milliers et de milliers d'autres qui ont elles aussi des planètes, qui ont elles aussi des systèmes solaires, des choses dans ce genre-là, et que ça va encore plus loin que ça. Donc, tu es spécial comme tout le monde. C'est un message qui est compliqué à faire passer, c'est-à-dire que oui, tu es spécial, mais tout le monde est spécial comme toi, et du coup, t'es pas si spécial. C'est quelque chose d'assez étrange à faire passer et à faire comprendre dans un film. Le fait que tout soit constamment au maximum de la feuille de route du blockbuster hollywoodien. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment pris la feuille de route et ils ont dit bon bah alors voilà, il faut qu'on le fasse en 3 actes très précis et très déterminés, il faut qu'on ait le héros, il faut qu'on ait l'héroïne, il faut qu'il y ait une histoire d'amour, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait 3 scènes d'action au moins, il faut qu'il y ait machin, il faut que chaque scène d'action soit ultra grandiose, qu'il y ait énormément de choses, que tout ça dégueule dans l'image. Il faut que ça aille plus loin, plus vite, plus machin, enfin tout ce qu'on demande généralement au blockbuster, c'est-à-dire que des fois on sort des blockbusters, on fait oh c'était un peu mou, c'était pas terrible, c'était machin, il y a un passage là où on s'intéressait trop au personnage, c'était un peu lent, et en fin de compte, ce qu'ils nous disent c'est tout ce que vous demandez en fait au blockbuster, tout ce que vous trouvez que les blockbusters ne font pas, peut-être même tout ce que vous trouvez que nos blockbusters ne font pas, pour les Wachowski, c'est finalement quelque chose qui ne sert pas à grand chose. Faire du plus spectaculaire, ça n'apporte rien de plus au cinéma, ce qui apporte c'est ce qu'il y a derrière. Et finalement, je crois que c'est vraiment ce qu'ils voulaient, c'est que les gens disent bah c'était très bien toute l'action là, mais au final c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui nous apporte ce film? C'est quoi l'intéressant? Enfin il y avait plein de choses, mais je m'en fous un petit peu. C'est audacieux et bien amené, donc c'est vraiment un travail compliqué, je les félicite encore une fois, et j'ai beaucoup aimé Jupiter Ascending pour tout ça, pour le message qu'elle essaye de faire passer, qu'il essaie de faire passer, tout autant que pour comment il le fait passer. C'est vraiment un travail extrêmement bon, d'arriver à gérer un tel paradoxe, de montrer que ce dont on a envie, ce qu'on considère bien, est finalement pas si bien que ça. Et passons au numéro 1. Et en première place, je suis le premier étonné, Vice Versa, Inside Out en version originale, réalisé par Pete Docter, film Pixar. Moi, j'ai mis premier de mon classement un film Pixar. Je suis en admiration devant ce film. Il est parfait. C'est rare de dire ça, mais il est parfait. Ce film est parfait. Il est aussi parfait en émotion que dans l'intelligence de son écriture, parce que tout le principe du film, ce n'est que de transcrire la façon de fonctionner du cerveau et de nos émotions et d'un être humain, que les personnages qui sont tous fascinants et intéressants à regarder, tous les aspects de personnalité sont intéressants, mais tous les personnages réels sont intéressants aussi, le père, la mère, et tous les personnages qu'ils ont dans leur tête sont intéressants, et tous les personnages... C'est un film utile, en plus de tout ça, un film qui apprend à gérer ses émotions, un film qui, pour le montrer aux enfants, c'est très important, le montrer aux adultes, ça peut être pas mal aussi de faire des piqûres de rappel, j'en ai eu pas mal besoin moi cette année, réexpliquer comment fonctionnent les émotions, comment tout ça marche dans la tête.
Et l'ingéniosité qu'il y a pour retranscrire ça, l'ingéniosité visuelle pour retranscrire tout ça, je veux dire, des trucs tout cons, mais le train of thought, je le regarde beaucoup en VO, mais le train de la pensée, en français on dirait plus j'ai perdu le fil de ma pensée, donc on aurait mis un fil nous les Français, mais les Américains c'est le train of thought, ils ont mis un train qui ramène les pensées, et c'est tout un tas de petites trouvailles qui sont toutes petites, mais je veux voir d'autres films sur Inside Out. Je voudrais voir des suites. Ils en ont fait à Cars et à machin, des trucs où il y avait rien pour faire une suite. S'ils ne font pas de suite à Inside Out, mais c'est un gâchis de potentiel énorme. Je veux voir d'autres émotions, je veux voir d'autres personnages, je veux voir comment réagit le cerveau à d'autres situations, comment est-ce qu'il réagit quand on a un bonheur incroyable, comment est-ce qu'on a machin, enfin, quand on rencontre son premier amour, quand on machin, je veux tout voir avec la façon d'Inside Out. Ce film me fascine. Quelque part, c'est la première phrase du film est faite pour moi, c'est est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui se passe dans la tête des gens? C'est ce qui fascine à peu près toutes les personnes qui s'intéressent beaucoup au cinéma, c'est qu'on a envie de comprendre un autre personnage, on a envie de comprendre une autre personnalité. C'est un film qui généralement nous permet de le faire. Quand on est réalisateur, on essaye soi-même d'essayer de mettre ce qu'on croit des autres, et tout le film est basé là-dessus, sur le fait de dire qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'on a des réactions aussi connes, aussi méchantes. On sent qu'ils fourmillaient d'idées, enfin, dans le train de la pensée, à un moment, ils font tomber des caisses, et c'est des faits et des opinions. Et elle fait tomber le truc, et elle fait « Oh merde, ces faits, ces opinions se ressemblent tellement !» Et t'as Bing Bang qui fait « Oh mais c'est pas grave, ça arrive tout le temps !» Et il remet tout dans le même panier. Et on se fait ah, si ça se trouve, c'est ça, c'est pour ça que ça, dans nos têtes, les faits, donc ce qui s'est vraiment passé, et les opinions, ce qu'on croit qui s'est passé, se mélangent à ce point. C'est peut-être que ces deux signaux qui se ressemblent beaucoup dans le cerveau et qu'on confond des ce genre-là. Enfin, tout ça est tellement intéressant, tout ça est tellement bien pensé, tout ça est tellement poussé. C'est extraordinaire. Moi, je suis fasciné par ce film. Je l'ai vu qu'une fois au cinéma, je crois, mais je l'ai revu dans l'avion quand j'ai voyagé cette année. Et je me le suis refait des dizaines de fois depuis qu'il est sorti en Blu-ray. Enfin, j'adore ce film. Ça me met en joie, ça me fait pleurer, ça me fait tout ressentir. C'est parfait. J'arrive pas à trouver autre chose à dire sur ce film, c'est parfait. La musique est parfaite, les décors sont parfaits, les voix sont parfaites, le rythme est parfait, enfin les blagues sont parfaites, avec quelle vitesse on enchaîne les références, les blagues, les trucs complètement délirants. C'est la vitesse d'animation, la vitesse avec laquelle les personnages parlent. Je veux dire, le Joy, la relation entre Joy et Sadness, entre joie et tristesse, elle est parfaite, la relation qui se développe entre les deux, la façon qu'elles ont de s'estimer et en même temps d'avoir un mouvement de recul. Enfin, voilà. Moi, j'ai été captivé par ce film, je le revois autant que je le peux, et à chaque fois que je le revois, c'est toujours un bonheur. Donc voilà, en ce qui me concerne, le meilleur film de l'année est Inside Out, vice versa. Voilà donc qui clôture les tops et les flops de 2015. Je vous invite à me rejoindre pour la suite, donc les rattrapages, et la petite vidéo de bilan en fin d'année, si vous les regardez à tout de suite, et si vous en avez terminé, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!